Les matins de France Culture. Guillaume Erner. 7h44 sur France Culture. Après l'annonce de la mort de 6 otages, les Israéliens ne décolèrent pas et accentuent la pression sur Benyamin Netanyahou, pression désormais aussi forte sur le plan national qu'international, avec une grève qui a été déclenchée par le syndicat israélien Histadrout, avec également une manifestation très importante à Tel Aviv dimanche. Pour en parler, nous sommes en compagnie de la sociologue Sylvaine Bull. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse à l'EHESS. On vous doit notamment une sociologie de Jérusalem aux éditions de la Découverte. Israël, comme tous les autres pays, est un pays avec des opinions plurielles. Celle-ci s'exprime et donc il faut nous expliquer, Sylvaine Bull, ce que sont les Histadrout, donc ce syndicat qui a déclenché la grève, qui est très hostile à la politique menée par Benjamin Netanyahou. Alors, la Histadrout est en effet un syndicat central, peut-être le seul, qui réunit les employés, les fonctionnaires, qui a été très lié au Parti travailliste, et c'est sans doute la seule force d'opposition ou même de contre-pouvoir qui reprend un petit peu d'activité, alors que toutes les forces syndicales, les forces d'opposition ont été éteintes, pas depuis le 7 octobre, avant le 7 octobre. Donc de ce point de vue-là, en effet, c'est une manifestation d'une culture syndicale, d'opposition politique, travailliste, de gauche, de centre-gauche, qui s'est exprimée. Mais elle a été liée, si l'on prend les manifestations d'hier et d'avant-hier, avec la high-tech, la société de la high-tech, qui a toujours été extrêmement présente dans les mobilisations depuis un an, et depuis 2013 ou 2014, au sens où elle veut une société plus libérale, moins religieuse, et surtout qui permette justement une expression démocratique qui soit autre que l'apparition de Netanyahou. Qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui à Benjamin Netanyahou ? Il est reproché à Netanyahou précisément au moment de samedi, mais en effet ça consolide une opposition extrêmement massive, de ne pas avoir délivré les otages. Et les 6 otages morts sont en fait un espèce de tournant politique dans la renaissance d'une opposition, pas d'une démocratie, d'une opposition au sens où c'est une épreuve de réalité. Quand nous avons des drones, des missiles, etc., qui débarquent sur Israël via l'Iran ou Hezbollah, ça n'est pas vraiment une menace réelle. Là, le fait que des familles dans leur chair aient été meurtries, c'est extrêmement important, et ça montre en effet que Netanyahou, pour les opposants, mais pas que, n'a pas vraiment de culture de l'humanité et de respect des otages. Alors, ça vient à un point central qui n'a pas été exprimé jusqu'à aujourd'hui, c'est que Netanyahou semble montrer qu'il préfère la sécurité à la libération des otages. Or, ces deux notions s'opposent. C'est assez paradoxal de dire ça, mais si Netanyahou veut la sécurité, alors il serait obligé de négocier, y compris pour le retour des prisonniers de droit commun, et c'est en ce sens-là qu'il déclare sans cesse et sans cesse, si vous voulez la sécurité, alors vous allez, si vous voulez la libération, si vous voulez la paix, plus exactement, votre sécurité sera en jeu. Alors, je l'ai dit en introduction, Israël est un pays pluraliste et donc il y a différents courants d'opinion qui ne sont pas d'accord avec la Histadrout. La Histadrout, vous l'avez expliqué, Sylvaine Bull, c'est un syndicat laïque. Il y a des religieux, il y a des colons en Israël et eux, bien sûr, ne s'alignent pas du tout sur la position de ce syndicat. Oui, non, pas du tout. Il ne s'aligne pas du tout sur les manifestations. Et si l'on regarde les derniers sondages, nous avons une toute petite évolution. Les sondages d'avant-hier de l'Institut pour la démocratie disent que 60% de la population, et ça vaut surtout à nouveau pour les travaillistes, les syndicats, les forces de gauche, veulent un cessez-le-feu plus ou moins définitif. Mais il reste que la moitié, 50, 60, 40, de 40% veut un cessez-le-feu temporaire. Ne veut pas de Voilà. cessez-le-feu, puisque Voilà. pour les colons, par exemple, il est hors de question d'accepter un cessez-le-feu, parce qu'il y a aussi, hélas, c'est une sociologie bien macabre, mais une sociologie des otages qui consiste à dire que beaucoup d'entre eux, beaucoup de ceux qui ont été tués lors de la rave party non loin de la frontière à Gaza appartiennent à la frange laïque d'Israël et donc ne sont pas considérés comme
étant véritablement précieux dans l'esprit de certains religieux ou dans l'esprit de certains colons, Sylvaine Bull. Oui, oui, tout à fait. Dans l'esprit, on va dire, des membres de la coalition de l'extrême droite, qui, rappelons-le, la coalition, contrairement à ce qu'on tend à dire dans l'opinion publique française, n'est pas entièrement d'extrême droite. Ça repose sur 5 ministres, dont l'un déclare en effet que ce n'étaient pas des bons citoyens, hein. Il y a une polémique. D'ailleurs, les Israéliens veulent une enquête pour savoir notamment si le retard que l'on a constaté le 7 octobre, notamment les kibbutzim du Sud, est dû à une volonté réitérée de ne pas vouloir s'occuper, prendre en charge, délivrer cette population. Oui, c'est un débat, mais cette frange de la population n'est pas majoritaire. Grosso modo, s'il y a encore, au-delà des fissures, parce qu'il faut en parler, organisées par Netanyahou, il y a quand même l'idée qu'une vie humaine, qu'elle vienne de quelqu'un de gauche qui allait à un festival de musique ou qu'elle vienne d'un bédouin, etc., est tout de même quelque chose d'extrêmement important. Mais en deçà de ça, il est vrai qu'il y a une exploitation de la couleur politique, sociale, sociologique des otages, c'est évident. Et les familles des otages elles-mêmes sont extrêmement divisées. Mais il y a quelque chose quand même que l'on a du mal à comprendre, Sylvaine Bull. En France, il y a eu, il y a quelques jours, un article dans le Haaretz qui déplorait l'énorme popularité de Benjamin Netanyahou, alors que Netanyahou a failli le 7 octobre. Il mène une guerre extrêmement meurtrière à Gaza sans que les résultats soient tangibles. Ils ne le sont pas du tout, hélas, pour les otages. Comment expliquer que cet homme qui semble avoir accumulé les échecs et ce que d'aucuns qualifient de crimes de guerre soit encore aussi populaire en Israël? Alors, il est populaire pour une partie du Likoud. Là, à nouveau, les sondages le disent. Likoud, c'est le parti de droite. Voilà, mais il est honni dans la population. Alors, comment on explique cela? Et là, pour le coup, on pourrait aller voir l'histoire des démocraties aussi occidentales qu'on appelle populistes. Il organise son adoration autour, à nouveau, de la culture de la sécurité qui est primordiale et donc qui soude d'une certaine façon l'opinion publique qui est dans un effroi extraordinaire. La deuxième chose, c'est qu'il manipule d'une certaine façon la menace existentielle qui pèse sur Israël, au sens où, à nouveau, la seule possibilité de sortir de la crise, c'est de ne pas vouloir la paix, c'est d'aller dans ce que j'appelle moi l'état de guerre perpétuel qu'il organise. Et de ce point de vue-là, ça, c'est une rhétorique, un discours qui fonctionne parce qu'il est très habile, mais les actes sont absolument contradictoires avec les discours, puisqu'au bout d'un an, nous n'avons ni les otages, ni la paix, et nous avons encore moins la démocratie. Mais il y a une fascination dans une partie de l'opinion publique. Une fascination donc qui explique le soutien dont il bénéficie, dont il pourrait continuer à bénéficier, Sylvaine Bull, parce que lorsque le 7 octobre est arrivé, là aussi beaucoup de commentateurs pensaient que Netanyahou était en sursis, qu'il allait finir un travail d'opposition, d'attaque contre le Hamas. Les choses ne sont pas passées de cette manière-là, puisque cette guerre dure, elle est meurtrière, beaucoup de victimes à Gaza sont des victimes civiles, et Netanyahou est toujours là. Oui, il est toujours là, il sera là sans doute jusqu'en 2025, contrairement à la prédiction d'élections anticipées, parce que des élections anticipées ne changeraient rien. Il est là parce que nous n'avons pas d'issue politique, constitutionnelle ou juridique pour organiser sa destitution. Là, nous avons même cherché visiblement des diagnostics psychiatriques pour voir s'il était possible de le destituer. Alors, qu'est-ce que ça donne ? C'est impossible. Il y a un texte qui avait été proposé par la gauche pour voir si l'on pouvait introduire une menace, une cause de destitution qui serait médicale, un petit peu à l'image des États-Unis. Non, je crois que le pays n'aime pas Netanyahou, en dehors du Likoud, mais nous sommes dans une impasse politique démocratique qui fait que les choses sont ainsi et qu'il organise très très bien sa survie avec une très grande habileté personnelle, sans souci pour l'humanité, les otages et le reste de la démocratie. Quelles sont les alternatives à Benjamin Netanyahou? Alors tout d'abord, à l'extrême droite, parmi ceux qu'on appelle les suprémacistes juifs, qui sont-ils et de quel pouvoir, de quelle audience bénéficient-ils?
Alors, à nouveau, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des suprémacistes. Ils existent. Ce sont ceux qui veulent donc le grand Eretz Israël au-delà des frontières. Ce sont eux qui attaquent, qui criminalisent la Cisjordanie actuellement. Et d'ailleurs, Netanyahou ne réagit pas beaucoup. Mais électoralement, ils ne représentent pas grand-chose parce qu'ils ne sont pas véritablement organisés en parti. Mais c'est le parti pivot. C'est un parti pivot. Mais c'est-à-dire que Netanyahou, pardonnez-moi, je vous ai interrompu, Netanyahou tient parce que ce parti pivot, avec des gens comme Smotrich, donc qui incarnent cette position raciste, eh bien, sont indispensables à sa coalition. Oui, mais inversement, ce parti pivot fonctionne parce qu'il est soutenu par Netanyahou. Compte tenu de la configuration électorale israélienne qui est très particulière, ce parti, s'il sortait de la coalition, et d'ailleurs c'est tout l'enjeu de ce magma, si ce parti sortait de la coalition, il ne pèserait rien. Par contre, il pèse en termes de propagande haineuse et de vengeance. C'est cela, l'état émotionnel israélien, qu'ils arrivent très très bien à propager. Y a-t-il des alternatives au centre ou à gauche ? Alors, en dehors de l'espoir d'hier soir à partir de la Esradout, mais pas que, on voit qu'il y a une espèce de régénération possible démocratique, mais il faudra du temps. On ne peut pas s'appuyer sur les partis du centre. Ils ne sont pas suffisamment constitués. Il n'y a pas en Israël de force démocratique qui arrive à émerger. C'est la même chose en Palestine. Hein. Il faut situer ces deux sociétés en miroir. Hein. De toute façon, en termes de projet d'émancipation, nous sommes à peu près dans la même médiocrité, j'ai envie de dire. D'une part, il n'y a pas de force démocratique. Gantz est parti, peut-être Galland, qui est à peu près la seule personne dans lesquelles... Il faut nous dire quelques mots sur eux, qui sont là aussi des personnages importants. La plupart viennent de l'armée, ce qui, en Israël, constitue le vivier de chefs politiques respectés, mais... quand on transforme un militaire en politique, ça peut fonctionner ou pas. Oui, mais alors l'armée, et à nouveau les sondages le disent, est à peu près la seule institution, d'une part, qui fonctionne à peu près, parce qu'elle est assez fluide et qui est respectée, beaucoup plus que Netanyahou. Les sondages le montrent. Alors, en ce qui concerne ces personnages politiques, nous avons eu Benny Gantz, qui venait du centre, qui a été membre du gouvernement jusqu'à l'année dernière, qui est parti, a été limogé, etc., mais qui ne pèse pas grand-chose dans l'opposition, d'autant qu'il s'est un peu décrédibilisé, précisément en ne se désolidarisant pas assez de Netanyahou. Ensuite, nous avons Yoav Golan, qui est l'actuel ministre de la Défense, qui est à peu près la seule opposition interne au sein du cabinet de guerre à Netanyahou, qui veut une solution politique, un horizon politique, une négociation globale, et qui, d'une certaine façon, est en train de recueillir une sympathie de l'opinion publique. Mais ça n'est pas un politique. Donc, nous sommes en jachère politique, sachant que les prochaines élections ne donneraient pas forcément gagnant, ni Galant, ni Goav. Et ce qui manque à Israël, et ce qui manque aussi aux Palestiniens, c'est un projet politique, social, qui soit autre que la seule perspective de la guerre et de la libération des otages. Et ça, aucune force ne l'a. Justement, j'allais vous poser cette question, Sylvaine Bull. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme projet collectif pour Israël? Il y a eu des époques où il y avait un projet de paix, voire même... On l'a oublié, mais un moment où on pensait qu'il pouvait y avoir une forme de coprospérité avec les Palestiniens. Dans quel état est-ce tout cela ? Oui, non, ça, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il faudra 10 ans, 15 ans pour arriver à pouvoir penser un rapprochement, y compris la gauche ne veut pas d'une solution de paix tout de suite. On ne voit pas très bien comment ce serait possible. Mais à terme, le seul projet porteur, ce serait celui de la justice sociale. Mais avant tout, et là c'est l'enjeu de 2025 des élections, le maintien de la démocratie, qui est absolument affaibli, notamment parce que la coalition n'applique pas les lois constitutionnelles, notamment de criminalisation de la Cisjordanie. Qu'est-ce qui se passe en Cisjordanie, Sylvaine Bull ? Il se passe que nous avons d'une part des attaques, en effet, des amis de Smotrich sur les Cisjordaniens, des incursions de plus en plus massives, une population palestinienne qui est un peu à cran, dont on ne connaît pas véritablement l'état d'adhésion par rapport au projet de réunification de l'OLP Hamas-AP. Et puis nous avons aussi, et ça il faut le dire parce que ça fait
fait partie des épreuves de réalité, des kamikazes qui sont de plus en plus nombreux en Israël, qui viennent de Cisjordanie. Et à nouveau, ça c'est quelque chose qui est très tangible. Nous avons eu 2 kamikazes il y a 15 jours qui se sont fait exploser dans la rue. Et ça c'est quelque chose qui déstabilise énormément Israël parce que ça fait revenir la peur des attentats de 2000 et la chute des accords d'Oslo. On se retrouve dans quelques minutes, Sylvaine Bull. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheuse à l'EHESS. On vous doit notamment une sociologie de Jérusalem. Vous serez rejointe par le politologue Jean-Paul Chagnolot, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Il connaît très bien la situation en Palestine et nous verrons tout d'abord ce que les Gazaouis espèrent, attendent aujourd'hui, mais aussi quelle est la stratégie du Hamas. On verra finalement qui veut encore la paix dans cette région parce qu'il n'est pas si évident de le savoir. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Gaza avec une question: qui refuse le cessez-le-feu? Nous sommes en compagnie de la sociologue Sylvaine Bull, chercheuse à l'EHESS. Vous nous avez expliqué, Sylvaine Bull, ce qu'étaient les Histadrout, ce syndicat de gauche qui a organisé cette grande manifestation contre Benyamin Netanyahou dimanche à Tel Aviv, une grève également, mais il faut savoir que la société israélienne est divisée, il y a aussi des religieux, des colons, et si des élections anticipées avaient lieu, ce que vous ne pensez pas, ce que, à dire vrai, on ne voit pas venir, il est fort probable que Benjamin Netanyahou serait à nouveau à la tête d'une coalition, même si cette coalition était autre. Jean-Paul Chagnolot, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études méditerranéennes Moyen-Orient. Vous êtes un fin connaisseur de la Palestine. Aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait 2 interlocuteurs, si on peut évoquer d'ailleurs le fait de les qualifier ainsi alors qu'ils ne se parlent pas directement. Benjamin Netanyahou d'un côté et puis Sinwar de l'autre, le chef du Hamas. Aucun des deux, a priori, n'a intérêt à la paix. Écoutez, je crois d'abord peut-être qu'il faut revenir un peu en arrière, c'est-à-dire que le schéma que vous évoquez ici, dans cette tragédie que aujourd'hui les Palestiniens et les Israéliens vivent, ça remonte à très longtemps en fait, parce que juste en un mot, il faut remonter à Oslo. À Oslo, c'est-à-dire les années 93, 94, 95, il y a eu un processus où on pouvait espérer qu'il y ait la paix sur des bases d'un règlement fondé sur 2 États. Et dans les 2 camps, il y avait des adversaires farouches. Du côté des Palestiniens, il y avait le Hamas et le djihad qui ont organisé des attentats pour déstabiliser le processus. Et de l'autre, il y avait Netanyahou qui n'a cessé de répéter que Oslo n'était pas la solution, mais le problème. Et qui a tout fait dès lors qu'il a été de justesse, mais ça a été un moment crucial, élu, je dis bien élu parce qu'à l'époque c'était un Premier ministre élu au suffrage universel direct, eh bien il a été élu en 96, c'est-à-dire en plein milieu de ce processus, et à partir du moment où il a été élu, il est resté 3 ans Premier ministre, il a tout fait pour casser Oslo. Donc je crois que c'est vraiment ce duo, ce face-à-face mortifère entre pas simplement un personnage, mais des forces politiques qui veulent tout, c'est-à-dire les uns, enfin ce qu'on pourrait résumer en disant du Jourdain à la mer. C'est ce que voulait le Hamas, c'est ce qu'il veut sans doute encore sous réserve des modifications de sa charte il y a quelques années, il faut voir. Et c'est ce que non seulement veut Netanyahou, le Likoud et la droite, mais c'est ce qu'ils font. Parce qu'aujourd'hui, Israël domine et occupe les territoires palestiniens et par conséquent, Israël domine du Jourdain à la mer. Donc voilà, on est dans cette espèce d'affrontement dont on a un épisode aujourd'hui qui est au-delà du tragique. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui une possibilité pour chaque camp, finalement, de se rapprocher de l'autre, pour le Hamas d'accepter un cessez-le-feu? Alors, je l'ai dit, de mon point de vue, il y a Sinwar, pas plus d'ailleurs que Benjamin Netanyahou, n'a intérêt à cette paix. Je crois que c'est un peu plus compliqué. Je pense que s'il y en a un qui a vraiment pas intérêt à cette paix, c'est Netanyahou, pour plein de raisons. Expliquez-les. Et d'abord parce qu'il joue lui-même son destin personnel, et on est dans ce paradoxe un peu absurde et tragique où le destin d'un personnage influe sur le destin d'un conflit comme celui-là. C'est évident. Et vous pensez probablement à ces
poursuites judiciaires notamment. Oui, c'est ça, notamment. Et puis aussi, il y a la dimension personnelle, c'est-à-dire les procès qu'il a aujourd'hui et qui sont pour le moment stoppés, mais qui pourraient reprendre évidemment. Et puis, il y a les dimensions politiques, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui lui reprochent ce qu'il a fait, beaucoup de gens qui lui reprochent aussi ce qu'il n'a pas fait. Donc on est dans cette situation-là. Donc je crois que, alors que du côté du Hamas, ils ont accepté disons pour faire très court, le plan Biden et la résolution du Conseil de sécurité. Il ne faut pas oublier que les négociations sont fondées sur le plan des Américains, mais aussi sur ce qui est devenu ce plan américain, c'est-à-dire la résolution qui a été adoptée par le Conseil de sécurité le 10 juin. Et donc, il y avait dans cette résolution trois phases. Et la première, c'est celle dont on discute aujourd'hui, qui impliquerait un retrait partiel de l'armée israélienne de Gaza, dont évidemment la partie qui est aujourd'hui en débat, qui est le fameux couloir de Philadelphie. Alors, il faut nous expliquer pourquoi ce corridor de Philadelphie. D'abord, qu'est-ce que c'est? Et puis, pourquoi cela suscite autant de controverses? Je crois qu'il faut partir d'une base et ensuite voir ce point. La base, c'est que il y a un accord possible sur l'idée qu'il y a un retrait partiel, j'insiste sur ce mot, des troupes israéliennes de Gaza et d'après la résolution, des zones les plus peuplées. Et la région de Rafah est évidemment une région très peuplée. Donc ça, Rafah, c'est le côté c'est au égyptien. C'est du côté égyptien, Rafah. C'est à la frontière avec l'Égypte. Et donc, il y a cette idée qu'il faudrait que les troupes se retirent et que, bien entendu, il y aurait libération des otages en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens. Ça, c'est évidemment un point clé. Et puis ensuite, si on arrivait à se mettre d'accord là-dessus, on passe à une phase numéro 2. Il y en a 3 au total. Bon, alors, si on reste à la première, on était sur cette idée, donc retrait. Sauf que Netanyahou a rajouté dans les négociations, ce sont les négociateurs israéliens eux-mêmes qui laissent filtrer ça dans la presse israélienne, il a rajouté une exigence. Cette exigence, c'est de rester sur le couloir de Philadelphie, qui est une zone tampon qui se trouve entre Gaza et l'Égypte, et qui, normalement, d'après les accords avec l'Égypte, doit être soit neutre, soit du ressort égyptien. Par conséquent, le Hamas dit non, il faut que vous partiez. Et j'ajoute que Galland, dont on a beaucoup parlé, et l'état-major israélien sont assez d'accord avec l'idée que ça ne sert à rien de rester sur cette zone de 14 km de long sur 100 mètres de large, parce que, bon, on est à quelques kilomètres d'Israël et que c'est facile, d'un point de vue opérationnel, de revenir. Donc voilà le schéma. Sylvaine Bull, pourquoi vouloir à tout prix contrôler le corridor de Philadelphie? Alors, le corridor de Philadelphie et de Netzarim, qui est aussi un autre corridor. Parce que c'est le point de passage, pour qui connaît Gaza, enfin c'est mon cas, ancien vers Israël. C'est là où, en effet, les échanges se font. C'est là où les tunnels ont été implantés. C'est là où le trafic, où les marchandises venant d'Égypte arrivent. Et c'est là où, pour Netanyahou, fantasmagoriquement ou pas, peut se recréer les bases de Hamas. C'est ça qui est dérangeant et c'est aussi la proximité la plus immédiate d'Israël. C'est là aussi où, d'ailleurs, viennent les ambulances, venait l'aide humanitaire, venaient aussi les ONG, etc. Donc c'est assez stratégique, mais au fond c'est surtout très symbolique pour Netanyahou. Céder sur Philadelphie, c'est au fond dire que il y aurait une reprise en main par Hamas de cette zone, et pour Netanyahou, on le sait, c'est pas acceptable. Il y aurait donc l'idée que si le corridor de Philadelphie était contrôlé par les Israéliens, il y aurait notamment une diminution des contrebandes dans la zone donc de la bande de Gaza, Jean-Paul Chagnolot, et que le Hamas serait asphyxié en termes donc d'importation d'armes. Oui, mais je crois que, si vous voulez, il faut distinguer le discours et la fonction de ce discours. D'un point de vue purement opérationnel, c'est pas moi qui le dis, moi je ne suis pas un militaire, mais l'état-major le dit, c'est pas la peine de laisser les troupes israéliennes sur ce territoire, cette bande de territoire. Le Shin Bet dit la même chose, tous les services qui sont des professionnels disent c'est inutile pour des raisons opérationnelles. Donc si ces gens-là, Galland compris, Galland a voté contre, Galland c'est le ministre de la Défense, donc on voit bien que l'appareil, disons militaire, globalement, avec son ministre, dit non, c'est pas la peine. À ce moment-là, il faut quand même s'interroger. Il faut s'interroger pourquoi Netanyahou veut absolument maintenir cette position. Il veut la maintenir parce qu'il veut trouver un moyen de, pour une fois encore, ne pas d'aller jusqu'au bout de la négociation. Je pense que c'est ça. Il est sous pression des Américains depuis des semaines, mais en fait des pressions qui sont
des pressions jusqu'à un certain point, mais qui vont pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que c'est en parole, mais dans les faits, on continue à Washington à soutenir évidemment Israël. Et par conséquent, il joue là-dessus. Et c'est en ce sens que c'est un prétexte. Et évidemment, le prix à payer, c'est qu'il n'y aura pas de négociation. S'il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de libération d'otages et pas la phase 1 dont je parlais tout à l'heure. Et peut-être que s'il vient de se passer depuis quelques 48 heures, peut-être avec la mort de ces 6 otages, peut-être que ça va contribuer à faire avancer les choses. Mais évidemment, j'en sais rien. Ou alors peut-être l'inverse, dès lors que Benjamin Netanyahou dit dans le New York Times, c'était rappelé il y a quelques heures que ces 6 otages morts à Gaza sont le signe que le Hamas ne veut pas la paix. Et d'une formule, Netanyahou dit est-ce que c'est le moment de faire des concessions alors que le Hamas a assassiné ces 6 otages? Vous savez, Netanyahou est sur cette posture-là, non pas depuis avant-hier, non pas depuis le 7 octobre, mais toujours depuis Oslo. C'est pour ça que je suis revenu. Et il est au pouvoir presque sans interruption depuis 2009. Et il a toujours fait en sorte que des négociations dans des configurations géopolitiques radicalement différentes, dans les années 2009, 10, 12, etc., il a toujours fini par refuser une négociation. Il ne veut pas d'un État palestinien. Il ne veut pas d'un règlement politique fondé sur le droit international. C'est ça qu'il faut bien avoir à l'esprit. Sylvain Bull, qu'en pensez-vous? Oui, évidemment, bien sûr, on avait vu qu'il y avait un espoir, peut-être, il y a 3 semaines, d'une première résolution. Il ne faut pas oublier que Sinwar, c'est celui qui a été libéré par Netanyahou depuis Israël. Dans le cadre de ces négociations absolument. avec Gilad Shalit, qui était un soldat israélien retenu à Gaza. Donc, nous avions une possible avancée. Et il y a l'hypothèse de Philadelphie et du couloir de Philadelphie qui s'est interposée, et de Netzarim, contestée par le cabinet militaire, parce que nous avons 2 cabinets militaires maintenant en Israël, un officieux et un officiel. En supposant que l'hypothèse Philadelphie-Netzarim soit levée, ça visiblement c'est possible, il reste une deuxième hypothèse qui là est beaucoup plus compliquée pour l'opinion publique, c'est la question de l'échange avec les prisonniers, de droit commun ou politique. Et de ce point de vue-là, ça pèse d'un autre poids par rapport à Netzarim. Et la troisième hypothèse, c'est que fait-on à Gaza? En supposant qu'il y a un accord de paix qui reconstruit avec qui? Est-ce que l'autorité palestinienne est prête? Qu'en est-il des relations autorité-Hamas? On sait que Netanyahou ne veut absolument pas entendre parler de l'autorité. Donc nous sommes quand même dans des inconnus extrêmes au-delà de Philadelphie. Jean-Paul Chagnolot. Je crois que à chaque jour suffit sa peine. Déjà, je le disais, la résolution dont je parlais comprend 3 phases. La première, c'est celle dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire cesser le feu, échange de prisonniers contre les otages, retrait partiel des troupes israéliennes. Et pendant ce temps-là, à partir de là, on discute pendant des semaines et des semaines. Et on discute de la suite. Et la suite, c'est effectivement qui va prendre le contrôle de la bande de Gaza, etc. Et puis, dans un troisième temps, car il y a 3 phases, là, carrément, on envisage un règlement politique sur le fond. Alors là, évidemment, c'est pour dans très longtemps, malheureusement. Donc, on en est là. Donc, je crois que aujourd'hui, une des vraies questions, c'est que en Israël, avec Netanyahou, il n'a pas d'autre perspective que celle, finalement, d'une manière ou d'une autre, de rester à Gaza. De rester à Gaza et, par conséquent, de réoccuper Gaza sans forcément le réoccuper matériellement, mais le contrôler complètement, de pouvoir à tout moment refaire des incursions de sécurité. Et là, il faut impérativement repenser la question globalement. Il se passe la même chose en Cisjordanie. La Cisjordanie, c'est pas à séparer de Gaza, on l'oublie trop. Il a un terme qu'il faut vraiment prendre très au sérieux, parce que c'est un personnage très sérieux. Il fait ce qu'il dit. Il a dit, on fait une guerre totale. Une guerre totale, c'est pas simplement à Gaza. Une guerre totale, c'est contre les Palestiniens, aussi en Cisjordanie. Et ce qui s'est passé ces derniers jours en est simplement un exemple. En quelques mots, 2 choses. La première, c'est que il faut étouffer toute forme de velléité, et je pèse mes mots, de résistance dans ces territoires qui sont les territoires occupés. Donc on tue d'abord et on négocie ensuite, mais il n'y a plus rien à négocier. Ça, c'est la première dimension. Et la seconde, évidemment, c'est que la colonisation, qui est une politique d'État, qui remonte à très longtemps, et qui
qui s'est accélérée considérablement depuis quelques années, et peut-être plus encore avec ce gouvernement-là, si c'est possible, eh bien, cette colonisation, elle est tous azimuts, avec évidemment tous les excès, car il faut quand même dire que cette politique de colonisation qui est constitutionnelle. Il y a même une loi constitutionnelle qui en fait une valeur de l'État. C'était en 2018. Eh bien, cette loi, évidemment, les colons les plus radicaux s'appuient dessus pour aller en toute impunité faire tout et n'importe quoi, c'est-à-dire agresser des Palestiniens, étant entendu que tous les colons sont armés et que, en plus, Benvir a créé des milices qui a conduit... alors les chiffres Benvir qui est membre de la coalition. Oui, bien sûr, c'est un des ministres suprémacistes dont vous parliez tout à l'heure dans la première partie de l'émission, de Smotrich, c'est-à-dire des gens qui sont sur des positions ultra-radicales, racistes évidemment, et qui surtout veulent absolument une colonisation absolument débridée, sans limite. Et c'est très important, l'idée que on va accorder, ça a été fait à des dizaines de milliers de personnes, des licences, j'allais dire licences de tuer. Ça serait un raccourci, mais licences pour prendre des armes qui ne sont pas des pistolets de poing, ce sont des armes automatiques qui ont été distribuées sur une grande échelle. Donc, et après, il se passe ce qui s'est passé il y a quelques jours. Donc voilà la situation. Donc on est dans une logique, Netanyahou, une grande logique. On fait la guerre totale pour imposer la politique qui est la nôtre depuis des années et des années. Voilà. Et en face, bon, il y a le Hamas qui est dans sa radicalité, et il y a disons, l'autorité palestinienne qui est, comme chacun sait, à la fois discréditée, elle balbutie quelques mots, mais complètement à côté du rôle qu'elle aurait pu jouer depuis fort longtemps. J'ajoute juste encore un dernier mot. Mahmoud Abbas, pour montrer son incapacité à penser les choses... Qui préside l'autorité palestinienne. Comment ? Qui préside l'autorité palestinienne. Oui, il préside, les mots sont forts, il préside l'autorité, mais il n'y a ni président ni autorité en réalité. Mais je prends juste un exemple qui me paraît très important, parce que ça aurait pu infléchir le cours des événements de manière peut-être très forte. En 2021, c'est pas vieux, il y a 3 ans, et ça paraît pourtant de la préhistoire, il y avait des élections législatives organisées en accord avec le Hamas et le Fatah sur l'ensemble des territoires palestiniens, du territoire palestinien, comme dit la Cour pénale internationale et comme dit la Cour internationale de justice. Eh bien, ces élections ont été organisées, prévues. Il y a plein de jeunes palestiniens qui sont inscrits sur les listes, et au dernier moment, il les a annulés parce qu'il savait qu'il allait les perdre. C'est vraiment une grande vision de l'histoire. Sylvaine Bull, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, enfin, alors, d'une part, il est évident que Netanyahou organise le récit de la guerre, mais il y a les discours et les actes. D'une part, alors, pour rester en Israël avant de venir en Palestine, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en Israël, il y a 3 fronts de guerre, le nord, le sud et maintenant la Cisjordanie, enfin maintenant, au sens où ça s'est encore plus fortement embrassé. Mais le pays, ne l'oublions pas, est dans un effondrement total, n'arrive pas à sortir de son traumatisme, n'a pas les moyens budgétaires de tenir 3 fronts. C'est aussi ça le dilemme. C'est que nous n'avons plus de médecins dans les hôpitaux israéliens pour participer, parce qu'ils sont au front où ils sont blessés. Nous n'avons plus d'étudiants, nous n'avons plus de professeurs. Nous avons une crise économique extrême, un tourisme qui s'est effondré. Et ça joue tout de même dans la possibilité de voir un autre récit. Maintenant aussi, ce qu'il faudrait savoir, c'est ce que veulent les Palestiniens, au-delà des grands discours et de la grande rhétorique, parce que nous aimerions connaître les sondages en Palestine, ou même des enquêtes que nous ne connaissons pas. Est-ce que les Palestiniens sont aussi prêts, comme une partie de l'État, de la population israélienne et de l'opinion publique israélienne, à continuer cette propagande et ce récit de guerre? Est-ce qu'ils veulent sortir aussi de cela? Comment? Là-dessus, nous manquons véritablement de matériaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit absolument intervenir pour avoir un point plus net de la situation. Jean-Paul Chagnolot. Non, des matériaux, nous en avons. Il y a des sondages, je connais assez bien les gens de Cisjordanie, ceux de Gaza, je les ai un peu perdus de vue, à vrai dire, pour des raisons évidentes. Et il est clair qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'ils aspirent à la maîtrise de leur destin. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire qu'ils veulent un État. Alors après, il y a tous les débats sur un État, 2 États, qui c'est un débat qui est maintenant très largement dépassé. En réalité, on veut simplement être libre, quoi. C'est tout. C'est un principe d'autodétermination. Ça, c'est la première chose. Elle est structurelle. Le problème, c'est que qui porte cette revendication? Bon, c'est l'OLP, mais l'OLP est complètement démonétisée. Il reste l'autorité palestinienne dont on parlait. Cette autorité, elle n'a pas beaucoup de voix, mais en tout cas, elle est sur cette base-là, et on pourrait emprunter ce chemin. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que depuis le 7 octobre, beaucoup de Palestiniens estiment que le seul moyen d'arriver à cet objectif,
c'est pas les négociations, c'est la lutte armée sous toutes ses formes. C'est-à-dire que la lutte armée, ça signifie beaucoup de choses. Ça signifie se battre contre les militaires, se battre contre les colons. Malheureusement, ça signifie aussi attaquer des civils en Israël. Donc, on est dans cette situation-là. Les derniers sondages, car il y a des sondages qui sont faits par un institut très très connu en Palestine, et qui travaille souvent d'ailleurs avec certaines universités israéliennes dans les temps tranquilles, eh bien, montrent bien qu'il y a maintenant une majorité. Alors, il faut se méfier des chiffres parce que en fonction des événements, les choses changent. Mais disons qu'il y a une tendance pour reconnaître à la lutte armée sa fonction principale, ce qui avait été quand même délaissé depuis très longtemps. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que rien n'est possible si on n'établit pas un rapport de force. C'est aussi simple que ça. Et par rapport aux équilibres dont nous parlons, il y a évidemment des impasses et la seule possibilité pour sortir de là, ça ne peut pas venir des Israéliens, ça ne peut pas venir des Palestiniens, ça ne peut venir que de la communauté internationale. C'est-à-dire, si la communauté internationale, c'est-à-dire en gros le Conseil de sécurité et donc les Américains, eh bien ne force pas, comme ça a été fait par exemple au moment de Madrid en 1991, où les Américains ont pris Shamir par le col qui de était à Schmitt, l'époque qui était le Premier ministre Likoud d'Israël. Il a pris, c'était James Baker, le secrétaire d'État, un Texan très déterminé. Il a pris Shamir par le col et il l'a emmené à Madrid. Et Madrid, c'était la première fois en novembre 1991 qu'il y a une conférence internationale où il y avait des Palestiniens qui n'étaient pas ceux de l'OLP, mais enfin bon, c'était presque pareil, dirigé par un homme formidable qui s'appelait Haïdar Abdel-Shafi, que j'ai très bien connu. Et puis ensuite, ça a donné Oslo, quoi. Ça a donné une ouverture. Donc voilà, si les Américains, si la Conseil de sécurité n'assume pas leurs responsabilités, nous sommes partis malheureusement pour une guerre sans fin. Alors, j'ai envie de dire qu'il l'assume, mais apparemment, Benjamin Netanyahou n'a pas envie d'écouter totalement Joe Biden pour différentes raisons, Sylvaine Bull. Il n'a pas envie d'écouter Biden. Il attend sans doute une élection de Trump, soutenue là dans les derniers sondages qui sont sortis hier par une majorité des Israéliens. Sans doute, il joue le coup d'après la réélection de Trump, qui lui permettrait sans doute de lui donner une assise militaire et budgétaire. Mais cela étant, à titre personnel, moi je pense qu'on peut espérer pour les deux sociétés, pour les deux peuples, entre guillemets, un projet de libération et d'émancipation qui soit pas celui qui soit dicté par la communauté internationale, qui est quand même, on en a vu les limites avec Oslo, cette créature internationale qui au fond n'a pas permis véritablement une émancipation autre que l'infantilisation. C'est une possibilité, c'est une partie du problème, mais elle devrait être infime. Il faut que les peuples reprennent la main sur leur destin, sans la communauté internationale, si c'est possible. Un mot de conclusion, Jean-Paul Chaniello. Je crois que justement, ce n'est pas possible. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faudrait bien qu'il y ait des forces qui se dégagent en Israël pour revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire un règlement équilibré, juste sur la base de États. En Palestine, je pense qu'il y a ces forces-là, et en particulier, il y a un personnage en prison aujourd'hui qui pourrait porter ce projet, qui s'appelle Marwan Barghouti, et c'est d'ailleurs un des enjeux de la négociation, parce que les Israéliens seraient embêtés d'avoir quelqu'un, justement, qui serait capable de porter un discours comme celui-là, et un projet comme celui-là. Donc, effectivement, il faut que les peuples soient concernés, je suis bien d'accord, mais s'il n'y a pas vraiment un cadre international, une fois encore, comme ça a été à la Oslo, a été torpillé par qui? Ça n'a pas été torpillé par la communauté internationale, ça a été torpillé par ceux qui n'en voulaient pas, c'est-à-dire par le Hamas et par Netanyahou. Il ne faut pas oublier que Rabin, juste d'un mot, a été assassiné par quelqu'un de cette mouvance d'extrême droite qui est aujourd'hui au pouvoir. Donc voilà, il faut espérer que cette communauté internationale aura ce courage politique d'essayer de permettre les conditions d'un règlement. C'est la seule manière de sortir de là et d'éviter une guerre sans fin. Merci Jean-Paul Chaniollo. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Merci Sylvaine Bull, sociologue, chercheuse à l'EHESS. On vous doit une sociologie de Jérusalem. 8h43 sur France Culture. Dans quelques instants, le point sur l'actualité. Puis mes deux camarades François Saltiel et Lucille Como.